On va enchaîner avec la deuxième table ronde. Je vais demander à Louis Bénèche, Patrick Écoutin, Francis Solaire et Gilles Vexlar de bien vouloir nous rejoindre. Oula, là, mets-toi là, mets-toi au centre. Alors, oui, prends un micro. Donc Patrick Bouchain vient de nous rappeler l'histoire des Tuileries, une histoire que tu as vécue depuis le premier moment, puisqu'il révèle que c'est là que vous vous associez, en tout cas temporairement, sur ce chantier, puisqu'on sait qu'après il n'y aura pas d'association. Mais cette histoire de construire au cœur de Paris, j'imagine que c'est l'un des grands projets du président, c'est quand même une des commandes les plus extraordinaires qu'on puisse avoir, c'est passer après le nôtre. Là, j'imagine que dans vos têtes, à tous les trois, il y a quelque chose avec Monique, car c'est Monique Mosser qui est l'auteur du texte auquel Patrick Bouchain rend hommage. Dis-nous, comment c'est... Je vais commencer en étant totalement positif et en disant, d'abord, il ne faut pas croire Patrick Bouchain. Pour une raison, par exemple, il raconte l'histoire du décaissement sur des terres qui auraient été remblayées par Napoléon III. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que les deux bassins, quand on les a descendus, les convoyages d'argile qui étaient dessous, ils étaient bien Louis XIV. Et que, donc, la pente sur les broderies, elle existait. Et que, Pascal a réussi à faire croire à quelque chose qui est un fantasme. Qui était un fantasme qui me permettait de justifier. Et quand on parle de tout le monde, il y avait surtout Patrick, aussi, dès la première heure, Patrick Écoutin, qui a dû me vomir un temps T pendant le concours, parce que il partait lui aussi avec toute sa créativité, puis que le petit Bourges est arrivé, qu'on est reparti sur cette histoire de séquence, que Pascal a inventé la terrasse. Le tunnel Le Monnier n'existait pas encore, mais on en connaissait par cœur la présence. Et c'est vrai que ça a été une aventure assez inouïe. Quand on parle des traces de Le Nôtre, elles n'étaient pas présentes du tout dans mon esprit. Je me disais qu'on faisait comme lui, puisqu'on était là, mais il n'y avait pas d'identification idiote. Et c'est vrai Pascal y a beaucoup pensé en matière altimétrique, en matière de niveau. La preuve en a été qu'on a changé les niveaux du jardin, mais on n'a pas changé le jardin des Parisiens. Et puis dans des tas de détails, de pincements d'allées, pour avoir des références visuelles, pour avoir des scansions, des rapports à l'œil, aux distances. Un bon exemple aussi, c'est la symétrie autour des deux bassins, des deux premiers petits bassins, de cette triangulation entre le bassin central ajouté, que Le Nôtre avait placé dans un dessin asymétrique avec plus de sable derrière que devant, et où on a retrouvé aussi une proportion de sable inférieure du côté de la terrasse. Et quand Patrick parle d'histoire, c'était surtout parce qu'elle avait envie de pouvoir lire ce premier espace, cette séquence historique, puisque notre première séquence était devenue la cour du Carrousel, avec effectivement l'aide de François Morellet, qui nous avait écrit art à l'endroit et à l'envers, dans des décaissés qui pouvaient être fermés la nuit, où la statuaire de Chugateux, Alpes, Mayol, pouvait être insérée, et où la seule libre circulation se faisait sur ce niveau qu'on savait ne pas pouvoir changer à cause de l'entrée du parking des autobus, qui était en cours de construction. Le tunnel n'était pas encore fait, mais on savait que c'était les altimétries de la dalle de l'entrée dans les parkings souterrains.
obliger tout le monde, et entre autres un des projets qui était celui de Michael van Valkenburg, qui était de refaire un espace complet en pente de l'Arc de Triomphe à l'orée du Grand Couvert, était impossible. Je ne sais pas pourquoi je dérape complètement. Non, tu ne dérapes pas, mais... Mais en tout cas, si les histoires de niveau de Pascal, c'est lui qui a eu cette idée de faire une terrasse, mais pour redominer le jardin, comme ce jardin avait été dominé des fenêtres du premier étage. La vie au 17e se passait au premier étage, la Galerie des Glaces, et aux Tuileries, on ne vivait pas au rez-de-chaussée, on vivait au premier. D'où l'intérêt des broderies, reproposées par des architectes en chef, qu'on aurait pu presque reproposer, parce qu'on en aurait lu les dessins. À part que 42 km de buis à tailler, on a envie de mettre l'architecte en chef à détailler. En plus de ça, ça a tous les pépins du monde. Et donc on a retrouvé une phase de liberté dans notre esprit au départ, qui a beaucoup évolué pendant le cours du projet. Mais le principe qu'on avait présenté, on a présenté le concours, avec donc les textes de Monique, mais en ayant même supprimé les deux bassins, pour dire l'espace du Grand Carré est un espace qu'on veut retrouver, c'est-à-dire supprimer toute la strate arbustive, rééquilibrer les arbres. Mais cet espace de liberté, on l'avait présenté au concours en ayant simplifié à l'extrême le propos, en ayant édulcoré et élaboré un propos à lire des fenêtres d'un palais, et puis conserver le Grand Couvert évidemment dans son état, avec une réécriture assez 1930 des bosquets à la Le Nôtre, retendus et redécaissés, mais qui n'aurait pas été la bonne solution non plus. Alors comment vous arrivez à faire cette performance de couper tous les arbres sans qu'il y ait un tollé dans tout Paris? Comment vous arrivez On n'a pas coupé tous les arbres du tout. Vous avez coupé... On a travaillé. Jean-Marie est là pour le prouver. Attends, peut-être pas tous, mais un nombre incroyable d'arbres, non? En tout cas, non, on en a coupé 3000 à peu près. Ah oui, non mais rien que ça. Non? Ah pardon, tu vois comment ce que je fais. J'ai jamais été bon avec les chiffres. Voilà. D'accord. On a travaillé par portion. Mais on a toujours retravaillé par portion. C'est-à-dire qu'on a repris... aujourd'hui, ça a l'air d'être adulte, mais l'allée des Feuillants, c'est-à-dire celle qui longe l'esplanade des Feuillants, est neuve. L'allée Solferino, qui va de la rue Castiglione au pont, à la passerelle, sont des tilia cordata qui n'ont pas voulu pousser pendant un moment, mais qui enfin sont partis. Et effectivement, le jardin a pris de l'âge et on a refait pratiquement tout l'intérieur des salles. Les aliments qu'on a le moins touchés sont l'alignement intermédiaire. Les Tuileries sont bâties sur des aliments avec trois rangs d'arbres partout. La grande intervention... La grande bagarre qui a duré simplement 1 an a été de soustraire, Jean-Marie saura mieux le nombre de réverbères qu'il y a dans le jardin, puisqu'on a soustrait ce nombre d'arbres, pour déplacer l'éclairage public qui était au milieu des allées, dans le jardin. Parce que l'effort de la volonté de Pascal et de nous tous, c'était de redonner un côté jardin à cet endroit qu'il avait un peu perdu, qui était devenu urbain dans une vocation haussmannienne du jardin, où on met... de la grille, du banc de la poubelle et des réverbères pour faire ville quand même dans ces jardins, dont c'était pas la destination. Donc on a remis les lampadaires et les réverbères à la place d'un arbre, et personne ne voit rien dans la démarche le jour, puisque c'est un tronc supplémentaire simplement, dans le même rythme que celui des arbres. Et on a supprimé tout ce qui était éclairage public lisible sur des mains dans le Grand Carré, et c'est sûrement moins coupe-gorge aujourd'hui que ne l'est la cour du Carrousel. On va se faire un... Mais quand tu dis ils sont neufs, maintenant ils ont 40 ans. Ils ont coulé sous les ponts de la Seine. C'est pas il y a 40 ans, on a gagné 90. On a planté en 1992-93 des arbres qui avaient déjà 15 ans. Je suis d'accord. Oui, il y a des choses qui ne poussent pas. Hein. Les deux paroissias, le figuier est mort. Voilà.
Alors, comment se passait cette collaboration, cette conception à plusieurs, vous trois? Comment vous fonctionniez à l'époque? Ça s'est passé. Ça, c'était Pascal, mais comment ça se passait? Le processus de travail est un peu ce que Jean-Marie a raconté, c'est que Pascal a... Moi, j'étais invité dans cette histoire-là grâce à lui, d'abord. C'est-à-dire que j'aurais jamais eu ni l'ambition ni l'envie d'aller traîner aux Tuileries où j'avais traîné enfant, et je trouvais que c'était tout sauf un jardin. Je rêvais de jardin, mais c'était un lieu, c'était pas un jardin. Et on a travaillé avec quelqu'un qui pourrait... Le processus conceptuel d'ébullition pré-concours... ça a été du nuit et jour pendant très longtemps. C'était pas juste une charrette de dernière minute. Et ça a brassé beaucoup de choses et beaucoup de liberté et avant d'arriver à un résultat qui s'est élaboré après la décision de faire de nous les élus entre Jacques Wirtz et nous, puisqu'on a abandonné donc une partie du territoire, parce que tout le monde avait concouru sur l'entièreté de l'espace du futur jardin. Et donc, ce qui nous a été attribué, nous, c'était la partie historique et ancienne. Et Pascal a été beaucoup moins là à partir du moment où les travaux sont arrivés. C'est-à-dire qu'il venait une fois par semaine à des réunions de chantier, mais il était moins là parce qu'il travaillait sur mairie. Et moi, j'ai joué à la boniche en surveillant les tractopelles faire des tranchées, et j'étais derrière le tractopelle en disant « Ah là, on arrête, on file à la pioche et on coupe à la racine. » Et j'ai fait ça pendant presque 10 ans. Ça fatigue. C'est vrai que ça a duré pratiquement 10 ans ce chantier. Donc en fait, c'était une période où en effet chacun avait des rôles un peu parallèles, plus que c'est ça que j'entends à chaque fois. Oui, alors effectivement, à ce moment-là, on pourrait parler d'une vraie agence, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens étaient rassemblés dans un même lieu, avec une photocopie, avec un certain nombre de choses qui caractérisent une agence. Il manquait des secrétaires. Mais il y avait Daphné qui a joué la secrétaire. C'est là que Pascal a commencé à comprendre ou à initier ce qui est devenu son agence, c'est-à-dire une agence qui est totalement éclatée. C'est lui faisant le pôle central. On pourrait dire qu'elle est externalisée, dans un terme économique d'aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les fonctions sont mises à l'extérieur de l'agence. Et le paradoxe, c'est qu'elle est au contraire, je dirais, hyper territorialisée. C'est-à-dire qu'il a besoin que les gens soient à des endroits précis. La complexité de comprendre son fonctionnement, c'est qu'à la fois c'est quelque chose de très moderne, c'est immatériel, ça n'existe pas, mais en même temps il a totalement besoin que ça soit ancré dans un lieu. Alors, il conjugue ça avec, comme ça a été dit tout à l'heure, une absence totale de moyens modernes de communication, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, rien. Et lui se déplace sans arrêt pour aller voir les choses. Et je pense que c'est à l'occasion du concours du Tuileries, alors qu'il était encore dans cette notion d'agence traditionnelle qui aurait pu évoluer, qu'il a déjà pris ce rôle, car nous étions 3, plus même, parce que Lionel ensuite est venu, Georges, enfin bon, voilà, à dessiner, à proposer, à participer à différentes choses. Et lui passait de l'un à l'autre, faisait la synthèse, trouvait des nouvelles inspirations ou de nouveaux Morellet, par exemple. C'est lui qui le connaissait, qui l'a fait venir et qui a apporté beaucoup de choses. Donc je pourrais dire que peut-être son premier grand travail, ça a été le moment où justement il a, sans le savoir, élaboré ce qui allait devenir plus tard sa façon de travailler. C'est intéressant ça finalement, parce que les paysagistes à l'époque travaillaient d'une manière très traditionnelle aussi, un peu comme les architectes. Et là, il y a une nouvelle manière de travailler, transversale, on voit bien. C'est transversal, c'est lié à plein de choses. Et effectivement, ça a été le galop d'essai, mais c'était un galop d'essai qui était, mu par une ambition féroce que Pascal avait. Monique est arrivée dans la danse à ce moment-là, mais le premier historien auquel on pensait était Leroy Ladurie. Donc je me suis tapé de lire un livre sur le climat qui était passionnant pour aller enquiquiner ce monsieur, et Pascal me disait il faut un historien qui soit proche de Mitterrand. On a été embêtés à ne pas un jour pour être notre aide pour la statuaire. On savait, je sais pas si Pascal savait ou pas, moi j'ignorais complètement, mais je me suis reçu une claque comme j'en ai rarement reçu. Et le principe c'était de s'entourer de gens qui
allaient quand même pouvoir rassurer, mais qui étaient déjà des gens qui étaient identifiés pour des gens qui ne l'étaient pas. On était totalement inidentifiés. C'est-à-dire qu'il faut avoir et de l'ambition et des couilles pour effectivement aller demander à François Morellet, qui aurait pu nous envoyer sur les roses et qui a été un amour absolu, qui est, comme vous le savez, vendéen. Et enfin, je veux dire, ça s'est passé avec beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai que le principe était de demander des vraies compétences à des gens dont la compétence était la bonne. On n'a pas pu demander à Jean-Marie, parce que Jean-Marie de nous aider à l'époque, parce que Jean-Marie avait fait une pré-étude sur l'état des arbres, phytosanitaire sur l'état des arbres des Tuileries, et donc on ne pouvait pas avoir un juge et parti dans notre équipe. Et puis on a eu un bureau d'études qui ne s'est pas trompé d'un iota en matière de chiffrage au moment du concours, qui est un bureau d'études avec lequel je travaillais souvent à Rouen. C'était quelqu'un, la personne de Roger Gibet. Et la CETEC est arrivée après ça en cours. Et pour une petite anecdote, c'était Pascal qui avait été au choix des bureaux d'études. On avait travaillé comme des bons élèves pour savoir quel était le bureau d'études qu'il fallait choisir, alors que là aussi on sortait de zéro expérience de chantier de ce type. Et donc on fait notre travail, on passe des tonnes de coups de téléphone aux uns aux autres, Pierre-Paul, Jean et Jacques, pour savoir quel était le bon bureau d'études sur la place de Paris. Puis Pascal est arrivé, il raconte l'histoire en disant: le bras nous reçoit et nous dit, comme vous le savez, vous avez décidé que c'était la CETEC. Bon voilà, il y a 10 personnes pour choisir un bureau d'études qui avait été 100% choisi par le PGL. Et donc Pascal a aussi fureur de ne pas être décisionnaire dans une décision qui allait nous apporter. Et très vite, des liens plus qu'amicaux se sont scellés grâce à Jean-Paul Bonroy, qui nous a... moi, j'avais jamais fait un CCTP, je savais même pas ce que ça voulait dire. Qui nous ont aidés, là aussi, j'ai quelques nuits de CETEC, mais à me donner des CCTP que je copiais, que j'essayais de réinterpréter pour le jardin. Et il s'est occupé complètement de notre partie administrative. On aurait été incapable d'envoyer une facture. Donc, c'est Jean-Paul, c'est la CETEC qui s'occupait de toutes ces tâches nécessaires à nos respirations. Et donc, ce que Jean-Marie raconte hier chez Pascal était aussi tout à fait présent dans l'organigramme de la vie de l'agence. De la vie de l'agence au long cours, je dirais, où Patrick était déjà moins là, où tu revolais de tes propres ailes. Patrick a été présent de A à Z au moment du boom avant le mois de juillet. On a rendu notre concours le 17 juillet. On a fait travailler 3 équipes, dont nous, pendant tout l'été, pour rendre quelque chose au mois de septembre, et avant que les décisions ministérielles et présidentielles soient prises. Vous aviez, avec Pascal, je veux dire, indépendamment de ce chantier-là, vous aviez des discussions de botanique, de paysage, ou jamais, au contraire, c'était des choses que vous ne partagiez pas finalement? Pascal me faisait confiance sur cette partie végétale, mais s'il y a bien une histoire, et quand il avait la gentillesse de dire que j'étais botaniste, ça me heurtait horriblement, parce que je ne suis pas botaniste, je ne suis pas scientifique, j'ai aucune raison. Botaniste, c'est quelqu'un. C'est pas une invention mondaine. Et je ne le suis pas. Et puis surtout dans les Tuileries, s'il y avait un propos où il n'y avait pas de botanique, c'était bien là. Je veux dire, on a rapporté du marronnier et des platanes. Et ça ne demandait pas d'être qui? Allez hop, quelqu'un de bon. C'est-à-dire qu'on s'est servi des essences traditionnelles du jardin. Il y a eu quelques petits dérapages fantaisistes. Patrick, dans son laïus, parle de Maximilien Anglard, qui était le conseiller de Mitterrand, qui nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, et entre autres sur des questions d'ordre végétal, en m'expliquant nous expliquant qu'on avait totalement tort de surservir de telle ou telle essence, quand on était extravagant en parlant d'acères campestres. Mais enfin, on a été extrêmement sage. Le vocabulaire des Tuileries est resté d'une sagesse historique, je dirais. Et comme
Jean-Pierre le disait, le nôtre, c'était pas son souci. C'est vrai que le matériel, c'est charme, chêne, buis, if, punto, basta. Ce qui est faux d'ailleurs, en tout cas pour les Tuileries, il y a eu la terrasse des Mûriers. Et on s'est aperçu, grâce aux contes que nous avait extraits Monique de cartons de certains endroits, mais des contes d'abattage au XVIIIe, et on s'aperçoit que les essences... On parle jamais en France parce qu'on n'est pas très amateur de plantes par rapport à des voisins de droite et de gauche. C'est que on connaissait les essences par la valeur du bois vendu. Mais on vous parle dans une liste, on vous dit on met 30 arbres dans des comptes du bâtiment. Enfin, alors dans les comptes du bâtiment du roi, sous Louis XIV, c'est déjà plus précis. Sous Louis XV, on s'en cogne. Mais on sait ce qui est abattu. Pour la valeur du bois, un chêne, ça vaut plus qu'un peuplier. Alors après les Tuileries, si on prend tout l'ensemble du travail de Pascal, est-ce que toi tu y vois la trace d'un jardinier ou d'un paysagiste pour revenir au thème de cette journée parce que pour l'instant la balance pèse vraiment du côté jardinier, mais est-ce qu'il n'y avait vraiment pas de souci, j'allais dire, de paysage au sens conceptuel du terme? Non, dans les dernières conversations que j'ai eues avec Pascal, il me disait il m'a dit énormément de choses infiniment gentilles. Et entre autres, quelque chose qui m'a fait très plaisir, c'est qu'il me disait que faisais partie des gens qui étaient la preuve de faire encore des jardins avec des plantes. Avant, a priori, du concept, ou avant du béton, du métal, et tout ce qui donne un côté dit contemporain à un vocabulaire dont on n'a rien à fiche, alors que être contemporain aujourd'hui, c'est effectivement se poser des questions d'entretien de demain, éventuellement changement climatique, de problèmes. Par exemple, pour les Tuileries, la cour du Carrousel, tout le monde nous a rayonnés, puisqu'il y a les notes comment on appelle ça, les relevés du concours, où tout avait été enregistré, les minutes du concours. Et on avait démontré que ce qu'on voulait, c'était une cour du Carrousel sans arrosage. C'est un univers qui est plus sec que le jardin parce qu'il n'y a pas la proximité de la Seine. Et donc on avait des végétaux exclusivement méditerranéens. Et les broderies étaient faites justement, non pas en buis, mais en laurier teint. Et on avait décidé que c'était un jardin qu'on n'arroserait pas, puisque l'eau allait devenir rare. Mais tout le monde nous a rayonné. Aujourd'hui, on se dirait qu'on est des opportunistes que d'avoir des propos pareils. Et là aussi, ça c'était une idée de Pascal. Et Pascal a toujours effectivement... Tout à l'heure, quand Jean-Marie montre le travail sur dalle à Nanterre, et qu'il lui demande quelque chose qui est éminemment technique que de récupérer l'eau, c'est un pied de nez à Gilles Clément qui vous plante un jardin dit écologique sur la dalle à Nantes, avec un arrosage automatique, avec de l'eau qu'on va chercher dans un puits et puis qu'on rajoute sur un toit en vous parlant d'écologie. Là, ce qui intéresse Pascal dans cette histoire-là, c'est d'avoir une cohérence intellectuelle sur ce qu'il fait. Il est sur une dalle, il va avoir des excès d'eau à refoutre à la Seine, des débordements, enfin, tout ce qu'on sait dans l'écologie contemporaine où on a tellement perméabilisé que dans le Var, les caves sont pleines d'eau dès qu'il y a un orage. Et donc d'éviter ce genre de choses et de se servir de ce qui le rebute. Pascal avait cette faculté invraisemblable d'être un écorché vif en permanence, d'être extra lucide sur des vrais problèmes. Et donc, quand on dit qu'il n'est pas conceptuel et qu'il est visuel, si c'est pas de la conception que de penser à ça, mais c'est-à-dire qu'il y a un vrai discours derrière, c'est pas du vent. C'était pas pour emmerder Jean-Marie qui lui fait foutre un réservoir d'eau, on sait pas où, entre de la terre et de la dalle. Et lui, elle est démerdons-y, mais son idée, c'est d'être cohérent. Et cohérent avec cette lucidité inouïe qui l'a servi dans ses projets et qui l'a fait horriblement souffrir quotidiennement. Parce que c'est vrai que la vie est assez compliquée, assez dure, et qu'il m'a rendu agressif. Moi-même, j'ai été celui qui a mordu le mollet de M. Lebrun le jour où on a failli être viré quand même de ce concours. Un an après avoir travaillé Wirtz et nous en commun. Et j'ai été le chien aboyeur pour une fois.
J'ai envie de passer la parole à quelqu'un d'autre, j'arrête pas de parler. Ça n'a aucun intérêt. Patrick, justement, un moment de détente. Patrick Coutin, donc, toi aussi, vous êtes depuis le début, le compagnon de route, sur ce travail, en effet, très précis. Vous êtes un peu l'homme de l'ombre. On sait parfaitement ce que vous faites, mais c'est lui qui était en pleine lumière. Or, il y avait derrière lui tous ces Jean-Marie David, vous-même. Comment vous cheminez ensemble? Vous me faites beaucoup d'honneur. Pascal m'a certainement beaucoup apporté. Je ne suis pas sûr de lui avoir apporté grand-chose. Je l'ai connu effectivement à UP6, donc tout à l'heure, le diplôme, voilà. Merci. Pardon, excusez-moi. Et puis, on ne va pas retracer l'ensemble de la carrière, ça serait trop long. J'ai choisi juste quelques images pour en parler. Elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Comme vous le savez, au début, Pascal était un grand coureur de kart. Il a failli être champion de France à un virage près. Et l'année précédente de Prost, donc s'il avait eu la même carrière, évidemment, on aurait perdu un grand paysagiste. Tu peux passer la suivante, je sais pas. Ah non, c'était pas dans cet ordre-là. Bon, c'est pas. Non, mais le kart, le circuit de kart. Ah, tu l'as pas. Bon, c'est pas grave. Ah bon. Alors, l'idée, si vous voulez, voilà, juste avant cette photo-là, il devait y avoir une photo d'un circuit de kart, et un circuit de kart, c'est exactement cette forme-là. Donc, c'était pour vous montrer. En revanche, ce qui lui a apporté probablement le kart, c'est une grande finesse des distances. Pour faire du kart, il faut savoir freiner au bon moment. Et là où Pascal était éminent, c'est sa capacité à saisir où était un objet, la distance qui nous séparait de cet objet, et ce qui tenait entre cet objet et nous. Et quand il disait c'est trop grand, c'est trop petit, c'est pas à la taille, ça correspond pas, c'était pas la peine de le contester, il avait raison. Donc ça, c'est le kart pour moi qui lui a donné ça. Une autre chose aussi, c'est son amour de l'enrobé, c'est-à-dire qu'il a décliné, il a refusé la mode du petit pavé éternel, de la marqueterie infinie en ville, en disant il faut que les surfaces soient simples, on n'a pas besoin de choses chères et compliquées. Et il avait un rapport à l'enrobé qui était un rapport sensible, puisqu'il était à quelques centimètres de l'enrobé sur son kart, il le touchait presque. Et ça se ressentait même encore dans ses projets, et même dans ses derniers projets, on verra qu'il a encore utilisé l'enrobé. Bon, voilà. Voilà le dernier, donc le premier et le dernier. C'est donc le projet qu'il a fait à Bordeaux, sur les bords de la Garonne. Ce qu'on peut voir difficilement, ce sont des photos qu'il a choisies, donc je les ai respectées. Une grande pergola, et ça correspond bien à sa façon de voir. Il aimait les pergolas, il avait envie d'en faire, il n'en avait jamais fait. Il n'en avait jamais fait parce qu'il n'avait pas voulu, bien qu'il aimait ça, en mettre une de force dans un lieu qui ne correspondait pas à ça. Et là, à cet endroit, il trouve un lieu où elle peut tenir. Il trouve un lieu, 800 mètres de long, très étroit, vous voyez, coincé entre la route et la Garonne. Et l'idée de la pergola qu'il travaillait depuis des années ressort. Et elle ressort parfaitement adaptée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il avait ses obsessions, il avait envie de choses, mais là où il était éminent, c'est qu'il le faisait sortir au bon moment, quand c'était adapté. Sinon, ça restait une obsession enfouie. Sur ces photos, on voit aussi, mal peut-être, que les cheminements annexes constamment varient de largeur pour justement donner des impressions différentes de distance. C'est-à-dire, alors là bon, sous la pergola, en enrobé, hein, comme vous le voyez, sous la pergola en enrobé, il joue constamment sur ces distances en rétrécissant le cheminement, en l'élargissant, pour que les objets paraissent plus ou moins loin, une expérience qui a été donc déjà décrite dès le concours des Tuileries, cette notion, cette perception des distances et de vouloir jouer avec. Bon, passons à la suivante, c'est pas... Alors, autre jardin qui illustre une autre de ses grandes qualités, qui a déjà été montrée par les cheminées, dont Jean-Marie a parlé tout à l'heure. Un handicap, un défaut, quelque chose qui est une contrainte, il en fait tout de suite un atout. Là, il s'agissait d'un jardin à Lyon, et c'est vraiment sur Fourvière, donc en dessous, il y a forcément des ruines romaines très importantes, donc une interdiction totale de creuser. Et tout ce qu'il a fait, c'est toujours au-dessus. Alors d'un côté, en mettant ces pierres, vous voyez, ce cheminement de pierres, et puis en faisant monter la végétation autour, et de l'autre, ces grands bacs où la végétation a tellement poussé qu'on ne voit même plus les structures de pierre qu'il y a en dessous. Voilà, c'est cette façon de récupérer les choses, récupérer le matériel qu'il y a sur place, ne pas vouloir imposer un mobilier
urbain d'une grande marque, mais ce qui existe sur place, on le répare, on le rénove. Même le mur qui est derrière, on l'a réparé de façon très, très sommaire et il en était très content. Il n'a pas demandé à ce que ça ne se voit pas. Travaille dans les zones industrielles qui l'a aussi beaucoup intéressé. Il l'a intéressé là justement parce que les méthodes étaient différentes. Quand on disait tout à l'heure qu'il était réfractaire aux méthodes administratives, là c'était intéressant parce qu'on était en assistance à maîtrise d'ouvrage, donc on travaillait très proche de la maîtrise d'ouvrage et j'allais dire avec une certaine liberté. Donc je ne veux pas vous décrire tout ce qu'il a fait, mais une des choses amusantes par exemple, c'est qu'on avait une rivière qui n'avait plus d'eau parce que les gens, chaque fois qu'ils captaient une source, captait cette source qui la gênait et la mettait à l'égout. Et toutes les sources allaient à l'égout et n'allaient plus à la rivière. Donc l'été, on allait, toutes les usines, quand toutes les maisons étaient vides, on allait au-dessus de chaque avaloir pour écouter si de l'eau coulait. Si de l'eau coulait, alors qu'il ne devrait pas y avoir de l'eau qui coule, c'est qu'il y avait un branchement proche, donc on le notait et ensuite on faisait rechercher le branchement pour essayer de restituer l'eau à la rivière. C'est tout. Et bien alors voilà, c'est tout. Donc on voit bien à travers vos images, et je vous en remercie, que là on est sorti de l'univers, j'allais dire, du jardin, parce que là vous parlez de friche. Là pour le coup, c'est on est plus... Gilles Clément, c'est son territoire, on sait bien que... Et là il se rejoindrait peut-être à ce moment-là sur cette question de la friche. Oui. Enfin, là, on est pas de la même manière. Oui, pas de la même manière. Là, on est en zone industrielle. Donc, l'objet de cette zone industrielle a été de les requalifier. Donc, il y avait souvent des discussions, enfin, je ne voudrais pas utiliser le mot jeu, mais enfin, avec Pascal, je lui demandais d'être plus vulgaire, d'être violent, d'être un camion qui passe à 80 km/h, un petit feuillage gris léger qui contraste avec un autre un tout petit peu plus vert, c'est assez difficile. Là, il fallait quelque chose de plus dur, de plus violent, et il l'a fait, on a travaillé comme ça dans ce sens-là. Mais la démarche là a été difficile parce que justement, la friche était dans une zone industrielle l'expression de quelque chose qui ne marche pas. Donc l'industriel, il tient avant tout à ce que ça soit propre, net, et c'était très difficile de leur expliquer, c'était un peu de notre travail, de leur expliquer qu'effectivement il fallait traiter les choses différemment. Alors, il y avait un projet, si je me souviens bien, c'est avec Jamel Clouche sur FIV, un concours qui avait été gagné ensemble, et où ça en est ? Alors là, il faudrait demander à Jamel. J'ai participé un petit peu, mais pas beaucoup, mais il avait un système tout à fait... Jean-Marie, tu connais le système des bacs là, Oui, il a de récupération d'eau, c'est-à-dire qu'il avait une astuce formidable, c'est qu'il récupérait de l'eau et il la faisait couler, j'allais dire, de canaux végétaux en canaux végétaux, qui à la fois servaient donc de stockage et en même temps de support de plantes exubérantes. Et tout ça, ça faisait un circuit très long à travers l'ensemble de l'usine. Je ne sais pas où ça en est actuellement. Ça a été un tout petit peu démonté par la maîtrise d'ouvrage pour des raisons en partie financières. En fait, ce projet, il était immédiatement lié à la présence des toitures gigantesques de cet ancien ensemble industriel, lesquelles toitures collectaient évidemment des quantités faramineuses d'eau de pluie. Donc, une fois de plus, l'idée, c'était de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de toute cette eau de pluie ? Donc, l'idée aussi, ça a été de la stocker dans une tour qui était elle-même suffisamment haute pour garder un effet château d'eau. Et donc, le but de Pascal, c'était, et qu'il avait développé avec Thierry Boisseau d'Hydratec, je crois, c'était de réaliser des traversées d'eau dans toute cette zone. Sauf que, au bout du compte, d'un trajet initial qui devait faire plus de 500 ou 600 mètres, je crois qu'on en est arrivé à 150 mètres ou quelque chose comme ça, et le projet est un peu castré. Louis, tu voulais intervenir ? Je ne sais plus pourquoi, mais dans ce que disait Patrick, ce qui est intéressant... On parlait des friches, c'est ça qui... Oui, on parlait des friches, mais alors, Patrick était en train de dire que pour que ça tienne, il fallait opposer les choses, et exactement comme Pascal avait sens de surdilater des endroits trop petits, d'ajouter des cheminées et d'aller dans le sens contraire d'une idée, c'est un peu une des recettes de son travail aussi. En permanence, c'est une remise en question, une analyse, un départ et des remises en question de son propre regard pour développer quelque chose qui aura l'air, ça a été dit aussi tout à l'heure, de quelque chose qui soit juste. Et on a parlé de nature idéalisée aussi, sachant parfaitement que le jardin est un artifice, mais il avait un vrai goût du beau. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que justement, à partir de choses qui n'ont pas l'air cohérentes,
grand besoin de cohérence et un sens esthétique tout à fait remarquable. Patrick le disait, c'est un mot qui a l'air un peu idiot, mais il parlait d'élégance. Mais il était la quintessence de l'élégance dans les résultats de ce qui lui était donné de faire. Je voudrais passer la parole à Francis Solaire. Donc, Francis, tu as eu la chance, le bonheur, de travailler sur un grand projet du Grand Paris. Je parlais du siège du centre de recherche et développement d'EDF à Saclay. Donc, quand je parle de grands projets, l'image le prouve, à la fois par l'échelle, et puis sur un site très particulier, avec des espèces, habité par des espèces particulières. Je parle des petites grenouilles oranges, là, le mot est impropre, mais Tritons avec crête dorée. Les tritons, voilà. Crête dorée. Voilà, le triton doré. Et je me souviens crête dorée. Et je me souviens d'une discussion avec Pascal justement sur la défense de ces animaux et justement aussi d'intégrer un jardin pour EDF dans la trame des vignes. Et là, on voyait bien comment un jardinier, là pour le coup, était quel mot j'ai employé, en rupture avec un paysagiste qui lui avait le sens d'un aménagement d'une ville nouvelle dans la campagne. Oui, bon, moi j'ai eu la chance d'abord de connaître Pascal depuis 1990, puisqu'on s'est connus au moment du centre de conférence internationale. C'est le projet que François Mitterrand m'avait confié sur le quai Branly. Et à l'époque, je cherchais donc un jeune paysagiste un paysagiste pour dessiner ce qu'on appelait la boîte blanche, c'est-à-dire celle qui était réservée aux journalistes, puisqu'il y avait 3 boîtes, je rappelle, la boîte noire, la boîte blanche et la boîte verte. Et donc, je rencontre un paysagiste, et puis Pascal avait 36 ans à l'époque, moi j'en avais 40, et il me séduit avec des tomates agrafées sur des tuteurs. Ça me rappelait Villandry, ça me rappelait plein de choses, et puis je ne sais pas où il avait fait ça, mais il avait fait un travail comme ça sur les légumes, et ça m'avait bien plu, et puis j'ai dit, je pense que c'est lui qu'il me faut. Alors après, j'ai eu la chance de travailler avec Louis, puisqu'on fait Auteuil, on fait un projet La Porte d'Auteuil ensemble. Moi, j'avais travaillé pour Pascal, sans qu'on se rencontre. Oui, à l'époque du centre de conférence, voilà. Ce que le chef Francis rêvait de voir, ce qui est bien une idée d'architecte, c'est d'avoir les mêmes essences dedans et dehors. J'avais des propositions, mais en me disant, mais pourquoi que ça ne marche jamais, ce projet, parce que... Bon, puis il y avait des vaporisateurs de partout. Enfin, on avait inventé tout un tas de trucs. C'était magnifique. Enfin, c'était une aventure magnifique qui malheureusement s'est arrêtée. Et donc le troisième paysagiste avec lequel j'ai eu la chance de travailler en Italie, avec un pont qu'on est en train de faire en Toscane ou au ministère de la Culture, aux bons enfants, c'est Desvignes. Donc le rapport Desvignes-Pascal. Je gagne le concours en 2010. Centre de recherche, et la première des choses que je fais, c'est que je mets en face Pascal et Michel, pour lesquels j'ai tous les deux profonde amitié. Et là, c'est une vraie discussion, comme tu dis, pugnace. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence à dire ce qu'il veut faire, et puis Desvignes dit non, tu ne seras vraiment jamais qu'un jardinier. Et... C'est un mépris profond. Non, sans mépris. Il y avait du respect, mais il y avait en même temps une espèce et puis là, Pascal lui répond, il dit oui, mais toi, tu sais même pas ce que tu plantes. Donc, tu n'es qu'un paysagiste, territorialiste. Voilà. Et donc, ça était mal barré le début, comme ça. Puis finalement, comme ces gens-là sont d'un talent quand même extrême et ils se respectent, on est arrivé à faire un grand projet sur 8 hectares, donc avec Pascal. Et comme c'était un projet essentiellement technique, il a fait appel immédiatement à Jean-Marie David, qui est présent, avec qui on a passé 5 ans ensemble sur ce projet. Et avec Béatrice, qui est ici, qui est dans l'Assemblée, qui était architecte en relais, on va dire, des architectes avec les équipes de paysagistes qui travaillent chez moi. Et c'est une aventure assez extraordinaire parce que Pascal ne faisait jamais de concours, ou très peu. Il avait horreur de tout ce qui est administratif, la DC4, la DC7, la DC10. Tu me fais chier avec ça, ça ne t'intéresse pas.
Donc finalement, depuis 90, où on s'était quitté en 93 après que Balladur eut arrêté le centre de conférence, avec Pascal, on se voyait très très souvent, mais on n'avait jamais l'occasion de retravailler ensemble parce que c'était très compliqué de lui faire faire un dossier de concours, un dossier de problème. Et comme on faisait que des concours à l'époque, on n'avait pas de commandes privées, on avait que des commandes publiques, c'était difficile de le faire entrer. Donc il fallait qu'on ruse à chaque fois pour faire quelque chose. Et quand je fais ce concours sur le plateau de Saclay, c'est un bâtiment quand même de 70 000 m² sur 8 hectares. Là, j'ai dit, on va vraiment faire un paysage, parce que sur le plateau de Saclay, nous arrivions les premiers, c'est-à-dire que l'OIN était à peine là, les EPPS n'existaient pas, et même des villes n'avaient presque pas été nommées encore, puisque le concours a eu lieu, le concours du paysage de Saclay a eu lieu après que j'ai eu gagné ce concours de centre de recherche. Donc il fallait ruser. Donc moi je ne savais pas faire un paysage et puis je me dis, je demandais à Pascal, mais il va encore m'envoyer chier, donc c'est pas la peine. Je vais inventer quelque chose en ayant une garde. Et donc je regarde le plateau de Saclay, je vois que le paysage est intéressant. Je dis bon, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Il y a du vent, il y a de l'eau, beaucoup d'eau, puisqu'on connaît l'histoire de Saclay. Hein. Ce sont des limons, des argiles. C'est bien, hein, j'ai bien pris ma leçon. Hein. Et même de la meulière. Et même de la meulière, n'est-ce pas, Jean-Marie? Un peu plus bas. Donc l'eau ne descend pas. C'est-à-dire que le plateau de Saclay, il était comme hiver, il y a toujours 20 cm d'eau dessus. Et c'est, voilà, une vraie toile cirée, comme tu dis. Et donc il fallait réfléchir à ces problèmes hydrauliques d'abord. Donc ça, le projet devenait extrêmement technique. Et puis donc je dis, bon, je vais réfléchir à l'eau. Donc je crée des douves, moi-même, tout seul, qui servait en plus de défense, parce que le projet de R&D est un projet extrêmement sensible au point de vue de la sécurité et de la sûreté. Personne ne peut rentrer sans y être accrédité. Et puis, je joue sur le vent, et le bruit du vent, et le bruit de l'eau. Alors, je gagne le concours, par bonheur, et tout de suite, je fais appel à Pascal, puisque justement, je n'avais pas de paysagiste. Je lui dis, Pascal, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Il me dit, oui, formidable, enfin, on va faire un projet. Après 25 ans, on va réussir à faire un projet ensemble. Alors je lui dis, et je lui raconte ça, je lui dis, voilà, j'ai de l'eau. Il me dit, ouais, l'eau, pas de problème. Je sais tout faire. Et d'ailleurs, il l'a démontré, hein, tout ce qu'on a vu avant, ses rigoles, ses avaloirs, ses buts, oui, tout, oui, c'est quand même. Alors après, il me dit, oui, pour les plantes, qu'est-ce que tu avais mis? Alors moi, je dis, moi, je savais pas, moi, pour symboliser le vent, j'avais mis des herbes de la pampa, c'est comme ça on dit, pampa. Ça symbolisait seulement la notion du vent. Et puis je lui dis comme ça, je voudrais aussi qu'il y ait des bruissements, des bruits. Il dit, bon, pour le vent, ça va, pour l'eau, ça va, mais pour le bruit, non. J'ai une acouphène depuis l'âge de 15 ans. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui entend un bruit permanent dans son oreille. Il dit, ça, on va laisser tomber. Hein. J'ai dit, bon, si tu veux. Et donc, on est parti sur ce travail qui est important, donc avec toute la science et la technicité de Jean-Marie ici présent, mais Pascal avait l'art de l'assemblage des contraires, c'est-à-dire qu'il savait prendre, effectivement, je l'ai déjà entendu, et moi je l'ai vécu, toutes les contraintes, tous les paramètres, avant de parler de quoi que ce soit de conception. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on analyse pertinemment tout ce qui se passait de point de vue technique, l'hydrologie, comment l'eau allait s'écouler, les bassins de 10 000 m3 qu'on mettait au nord du projet, parce qu'il fallait retenir nos eaux avant de les mettre dans le réseau, puisqu'on devait à la fois évacuer l'eau pour mettre les bâtiments en immersion, puisqu'il n'est pas question que les bâtiments aient les pieds dans l'eau, mais en même temps, toute cette eau, il fallait la recueillir dans un endroit, un immense bassin, qu'on a traité ensuite avec des étoiles d'eau, plantes endémiques, on va dire, du plateau de Saclay, et les tritons à crête dorée, dont Francis parlait. Et donc tout ça, ça a été fait avec une intelligence et une pertinence magnifiques. Puis après, se pose la question donc de la végétation. Alors là, il commence à dessiner un jardin avec Jean-Marie, qui est un jardin, on va dire, horticole, hein, plutôt avec des pelouses, des arbres, tout ce qu'il faut. Et vlan arrive l'arrêté de décembre 2012, le préfet nous oppose une obligation de mettre des plantes endémiques du plateau de Saclay. C'est-à-dire que tout ce qui était jaune, rose ou bleu devenait marron. Non, il y a du bleu. Ah bon, il y a du bleu jaune. Venez. Bon, alors, il me dit, Francis, c'est une catastrophe. Ah, je lui dis, ah, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, t'inquiète pas, on va s'en sortir. On triche très facilement,
ils savent rien. Voilà. Donc, on avait cette obligation de rentrer dans ce décret où on nous obligeait de mettre des plantes typiques, on va dire, endémiques au plateau de Saclay. Et donc, là, c'est là qu'il me met dans la première partie du projet où, au fond, des perspectives croisées, écrasées, on avait parlé de ces perspectives qui se comprimaient, qui se dilataient, cet espace dont tu parlais tout à l'heure, qu'il aimait bien, comprimer les espaces et les dilater. Et il me met donc des peupliers trembles qui étaient dans la liste, mais erecta. Erecta, ça veut dire érigés, mais qui, eux, ne sont pas dans la liste. Mais il oubliait de dire qu'ils étaient erecta. Donc on avait des peupliers trembles, mais pas erecta. Mais en fait, c'était des peupliers trembles erecta. Donc le nom scientifique, tu le diras mieux que moi. Parce que l'Italie, ça existe dans nos silhouettes de paysage. Voilà. Donc c'est pas très grave. Il a choisi un tremble pour ne pas prendre du Peuplus nigra. Il a pris du Peuplus tremula, mais donc c'est pas de la triche. On n'avait pas le droit au cultivar. On avait la liste sous contrôle du conservatoire. On avait la liste. Je sais pas si ça marche. Oui. On avait le contrôle du Conservatoire national du patrimoine naturel, avec un botaniste brillantissime qui s'appelle Arnal, que je connais depuis longtemps, et qui nous avait dit, eh ben, écoutez, c'est simple, voilà la dernière flore de l'île de France, de Josyn et Novrat, et ben voilà, c'est votre référence. D'accord. Et là-dedans, vous n'utilisez que les espèces endémiques considérées comme indigènes. L'idéal, ce serait que vous travailliez uniquement avec celles du nord de l'Essonne, mais on ne sera pas trop regardant. Voilà. Non, mais c'est là où je suis pervers, mais il y a tous les cultivars obtenus par observation chez les horticulteurs, mais que la nature produit elle-même des cultivars. Et quand je te parle du peuplier d'Italie, c'est le bon Dieu qui l'a fait, c'est pas l'homme. On l'a sélectionné, mais il est arrivé en Afghanistan, qu'un Peuplus nigra se comporte comme un cyprès. Et c'est pas non naturel. Voilà. Voilà. Non, mais ça c'est pour dire que Pascal avait l'art de détourner, de passer à côté des règlements avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de sourire, et puis savait faire passer des trucs. Et même l'histoire des patios, puisqu'il y a plusieurs patios, il y a 5 ou 6 patios là, à l'intérieur du bâtiment principal de Saclay. Tu te souviens, Jean-Marie, il comprenait pas ce que c'était qu'un marché signé d'entreprise. C'est-à-dire que nous, on avait déjà des difficultés à faire appliquer le marché avec des entreprises extrêmement difficiles à manœuvrer. Et puis il dit, à un moment donné, il arrive, il me dit, non, je veux changer complètement l'architecture des patios. Je dis, Pascal, on a signé des marchés, c'est pas possible, on va pas y arriver. On est dans un drame là, actuel, contractuel, on va pas le faire. Et puis, il continuait, il insistait, parce qu'il était têtu comme une mule, hein, Anne, tu sais, sur tes bacs, parce qu'il fait aussi un travail, un des derniers projets qu'il fait aussi, c'est à Val de Fontenay avec Anne. Il est d'une obstination, et puis il dit, non, il faut que tu me trouves un moyen, Et je lui dis, non, on verra. Et puis on fait un déjeuner, tu te souviens, au soleil, et puis là, arrive une opportunité, il y a le directeur immobilier, le directeur général de l'entreprise générale. Et puis, je dis à Pascal, viens, c'est le moment. Il vient, il s'assied à côté de moi, on déjeune ensemble, et puis il commence à baratiner gentiment, comme il savait faire, pour essayer de modifier les patios. Et donc le directeur immobilier dit non, l'EDF dit non, c'est pas possible, les marchés sont signés, on va pas y arriver. Et puis on sentait que, pour faire plaisir, le directeur de l'entreprise générale disait bon, on peut peut-être regarder. Il dit non, pas de travaux supplémentaires, on ne paiera pas de supplément. Bon, on peut peut-être faire un plaisir à ce gentil paysagiste qui a l'air d'insister, monsieur le directeur. Oui. Alors, Pascal, il continue. Et bien donc, finalement, il dit, bon, allez, je prends en charge la différence de prix et Pascal Crivier pourra refaire le patio dont tu parlais tout à l'heure avec les grilles, avec des lignes au lieu de l'avoir fait de manière plus arborescente. Et bien, il a fait les 6 patios comme ça. Parce qu'une fois qu'ils ont eu tourné le dos, il a refait faire tous les patios. Il continuait, alors qu'on il avait juré à table qu'il n'en ferait qu'un. Et il a fait, Béatrice, là, on a dessiné les 6 patios de la même manière. Ces choses-là, voilà, mais c'est absolument magnifique. Il a été mettre des plantes en plus qui ressemblent étrangement à des plantes interdites. Et puis alors quand les gars d'EDF sont entrés dans le patio, ils disent mais c'est du shit, ça c'est pas possible. Non, vous inquiétez pas.
Ça ressemblait étrangement à du cannabis, qui pour EDF était quand même un problème. Mais c'est pas possible, ça va pas laisser un truc pareil. Alors on a trouvé une solution, on a mis des étiquettes, on va mettre des étiquettes qui montrent que ce n'est pas du cannabis. C'est une des solutions qu'on a trouvées. Il nous en a mis là. Mais il dit non, je te jure, c'est pas du cannabis. Mâchez, vous verrez. Alors Francis, l'un des points importants du projet aussi, ce sont les douves. C'est-à-dire que là, il y a une partie défensive pour des questions de sécurité par rapport au cœur, si je puis dire, au cœur nucléaire d'EDF. Là, justement, par le paysage, par le dessin du jardin, il y a... Oui, comme je disais, il avait l'art des contraintes. Alors, la contrainte originelle d'EDF, c'est d'avoir des clôtures de 3 mètres de haut pour que ce soit impénétrable pour des raisons de sûreté et de sécurité. Il dit, on ne va pas mettre des clôtures de 3 mètres de haut en acier, c'est pas possible. Alors, on a trouvé ce système en saut de loup, quoi, en négatif. Quoi. Et puis comme on savait le justifier par le fait qu'il fallait de toute façon, par les douves, amener de l'eau jusqu'au bassin des 10 000 mètres cubes qu'on tenait. Donc là, on a fait, en rapport avec le bâtiment de campus de Combarel-les-Marais qui est à côté, plus tout ce qu'il y avait autour, on a sécurisé les lieux avec des grandes douves dans lesquelles dont tout l'eau s'écoule en permanence et permettent en même temps d'éviter les clôtures on va dire, en altitude à 3 mètres, elles sont plutôt, en gros, en négatif de 2 mètres, et on va dire, il y a 1 mètre de clôture arborée, hein, c'est ça, il y a des choses comme ça. Donc c'est plein de subtilités, mais ce qui était magnifique, c'est qu'il a pris vraiment toutes les contraintes. Il s'est jamais, il a jamais paniqué là-dessus en disant non, on va s'y opposer, non, et à partir des contraintes, on a fabriqué le projet. Là, il ne le dit pas, mais comme disait Patrick, la distance du conducteur de carte l'a rendu aussi extrêmement combatif. Et je connais personne qui... Moi, je suis le champion du baissage de bras. Il était vraiment le champion. Et il intervenait même. Il intervenait même sur l'architecture parce que avec beaucoup de discrétion, parce que moi j'avais toujours des problèmes de coûts, des problèmes de contraintes, et c'était difficile d'amener un bâtiment comme ça dans les coûts et jusqu'au bout. Et donc on était toujours, comme on a des immenses porte-à-faux sur les galettes en dessous, on était toujours tenté de boucher un petit peu ce qui se passait en dessous, ou de jouer sur la hauteur, ou de descendre les hauteurs. Et puis, un jour, on était vraiment au bord du drame avec les gens d'EDF, et puis il fallait qu'on descende le projet de, je crois, en gros 50-60 cm. Et c'est là qu'il me dit, fais pas ça, hein. Je dis, oui, mais j'ai un problème économique grave, là, il nous manque quelques millions pour y arriver. Il me dit, non. Je dis, il dit non, regarde ta perce. Tu imagines bien le projet. Il ferme les yeux, il dit ferme les yeux. Tu connais ton projet. Bon, regarde, quand on est à ce point-là et qu'on verra là-bas, si tu enlèves 50 cm, le projet ne fonctionne plus. Et là, je dis, bon, je crois que je ne suis pas trop mauvais, mais là, il va très fort, tu vois. Et il avait raison. Il avait raison, c'est-à-dire qu'on peut avoir des certitudes de géométrie ou d'architecture. Il avait un œil exercé du paysage et de la perspective et de la proportion absolument exceptionnel. Exceptionnel. Et on a bien fait de ne pas y toucher, mais ça a été un combat. Parce que il a été, comme disait Jean-Marie, c'est-à-dire qu'il donnait les instructions et puis après il disait « Allez, vas-y, à toi de jouer ». Mais lui, il se taillait. Il était pas, t'es d'accord, hein, il n'était pas sur le terrain après, il te laissait faire. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'il fait avec Anne Val de Fontenay ou qu'il fait dans ses derniers projets. Je crois que le dernier, c'est pas tout à fait le dernier projet, parce que tu m'as dit qu'il faisait en ce moment un projet à... On finit le lycée au Guénil, et je pense que chez Anne, ce sera le dernier. Ce sera le dernier. Le dernier projet, c'est Anne qui le fait sur Val de Fontenay. Mais il n'y en a pas un dans le Midi, là, tu disais, au... Il est fini, d'accord. Et à EDF, il ira même jusqu'à dessiner les clôtures. Ah oui, il a dessiné des clôtures, elles sont magnifiques, tu les as vues, elles sont oui, qui est un travail quand même assez exceptionnel, où je pensais que c'était toi qui les avais dessinés. Ah, tu vois, donc merci, non, c'est lui. Non, parce que comme tout est tellement réglé, c'est ce qu'il faut dire sur ce projet à Saclay, c'est que Francis Soler est aussi obsessionnel, donc il lâche rien, et donc le détail de tout, je pensais que ça allait jusque-là, eh bien non. Là, on voit que ça vient du jardinier. La clôture vient du jardinier. Intéressant comme histoire. Si, on avait deux choses en commun. On était intuitifs, on va dire, et on est maniaques tous les deux, et perfectionnistes. Donc, avec ça, on s'entendait très très bien. Mais il avait cet art effectivement de
du dessin, de la chose juste, les bétons sont justes, les lignes, il a changé à un moment donné la géométrie du projet de sol parce que les lignes étaient mieux. Et je veux dire, il avait ce côté très, très juste dans son regard, quoi. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. L'anecdote qui vient d'être racontée, ça vient du kart, ça aussi. Oui, évidemment que ça vient du kart, c'est évident. Et il y a 3 choses que je suis très heureux de vous entendre. La première chose, effectivement, c'est qu'il savait s'immiscer là où il fallait, exactement au bon endroit. Et ça, c'est vraiment du kart, c'est-à-dire se mettre à l'intérieur du virage pour dépasser l'autre, c'est vraiment le kart. La deuxième chose, c'est que il aimait pas les procédures, il aimait les effets. C'est-à-dire qu'il aime qu'une action soit suivie d'un résultat. En revanche, quand il s'agit d'une procédure, c'est-à-dire qu'il faut faire un certain nombre d'actions successives pour arriver au résultat, typiquement l'informatique, là, il était moins à son aise. Et là aussi, c'est du kart. Dans le kart, il ne s'agit pas d'avoir des procédures très complexes, ce sont des courses assez courtes, donc il n'y a pas tellement de stratégie, il faut être le plus rapide, le premier, toujours en tête, et puis c'est tout. C'est pas les 24 heures du Mans, il se poussait. Et aussi, la troisième chose, en vous entendant, là où il était exceptionnel, c'est dans la discussion à quelques-uns, c'est-à-dire à 2 ou 3. En tête-à-tête, bon, c'est un tête-à-tête agréable, je crois que j'en ai connu beaucoup avec lui. Devant un grand public, il était emporté par sa flamme, il avait beaucoup de convictions, il aimait tellement ce qu'il montrait que, d'une certaine façon, le public était conquis. Si on refaisait l'analyse, et si on était méchant, j'essaierais de ne pas l'être, il n'y avait pas forcément une logique totale du début jusqu'à la fin. Mais il y avait une telle vitalité, une telle envie de convaincre que c'était passionnant. Donc, à vous écouter, je trouve que ces 3 qualités éminentes, c'est-à-dire savoir être au bon endroit, comprendre qu'on fait quelque chose et qu'il y a un effet tout de suite, et se situer avec 2-3 personnes pour convaincre, c'est vraiment aussi les caractéristiques de Pascal. Alors, je voudrais maintenant passer la parole à Gilles Wechselaar. Alors, Gilles Wechselaar, c'est peut-être le seul de notre après-midi qui n'a pas travaillé avec lui vraiment, qui n'était pas proche de lui et qui fait pas du tout le même travail. Donc il est paysagiste pour ceux qui ne le sauraient pas, il est enseignant à l'École nationale du paysage à Versailles. Donc en effet c'est là où vous êtes croisés. Vous connaissez bien sûr évidemment Pascal Cribier, mais justement quel est votre décodage de son travail vu de votre fenêtre, si je puis dire? Alors, pour commencer l'histoire avec Pascal Cribier, il y a eu un début qui s'est avéré un petit peu délicat, on va dire, puisqu'il n'enthousiasme pas toujours le public, justement, dans la cohérence ou la flamme de son propos. Même s'il l'intéresse et il le passionne, quelquefois aussi, il est un petit peu, notamment ses débuts, un peu trop magistral, et notamment Béatrice Dolé, d'ailleurs, qui était architecte conseil, avait lancé l'idée d'une réunion des paysagistes et des architectes conseils dans une grande journée de débat pour l'État. Et à cette journée, il présentait justement les friches industrielles, et elle nous avait signalé ce jeune paysagiste, même si on est très proche d'âge, très peu connu à l'époque, et qui nous a fait un peu une sorte de leçon. Une leçon sur comment il fallait s'y prendre pour traiter les sites industriels, et que lui, il avait beaucoup d'idées. Et malgré tout, il n'en avait fait encore aucun. Évidemment, dans l'assistance, nous, on travaillait depuis 5 à 10 ans à essayer de changer. Moi, je travaillais à l'époque sur les friches du Nord, charbonnage de France, c'est-à-dire des dizaines de milliers de logements, des sites par milliers d'hectares à l'abandon, hein, c'est la crise. Et il nous disait ce qu'il fallait faire. Et je m'étais promis à la 10e minute de son intervention, je dis s'il raconte encore la même manière, le mode d'approche obligatoire qu'on doit avoir, eh bien, je l'arrête net. Et ce que j'ai fait, et évidemment, c'était la minute de trop. Donc on a démarré, si je puis dire, ensemble, en tant que collègues, concepteurs ou autres, de manière un petit peu radicale. Et ça a été très bref. Mais ce même Pascal, je le retrouve, j'étais au jury d'Évry, du concours d'Ivry, sur l'ensemble de l'entrée de la ville d'Évry, hein, dont on connaît tous les difficultés spatiales, le type de caractère. Et je vois quelqu'un, dans toutes les équipes, quelqu'un d'extrêmement brillant. Très pertinent, très juste, très bon recul de la situation, une vision très claire, notamment, il a présenté son bois clair,
Je trouve ça très 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 beau. Et au lieu d'agir en force, il agit sans puissance. C'est-à-dire que plutôt de trouver des gimmicks sur le mode de réalisation de ces problématiques d'entrée de ville, dont tous ici, enfin tous les gens savent très bien les difficultés, j'ai trouvé que sa vision était extrêmement énergique, poétique, pertinente et très élégante. Et donc j'ai plaidé très fortement pour ce projet, d'ailleurs, qui prenait un peu à contre-pied tout ce qu'on connaissait à l'époque dans le style il faut montrer qu'on aménage, en fait, en gros. Et on avait un arsenal de solutions. Vous savez tous très bien aussi que ces solutions changent à peu près tous les 5 à 10 ans selon les lieux, les commanditaires, etc. Et j'ai trouvé là une forte identité projectuelle. Et puis, arrive aussi, j'étais dans un jury pour le trapèze de Renault, puisqu'on avait fait le plan cadre de l'ensemble de la boucle, justement en faisant des propositions, notamment l'abandon des berges automobiles, etc., etc. Et Pascal Cribier, là encore, fait des propositions extrêmement pertinentes, extrêmement justifiées, d'une cohérence malgré une attitude, en premier temps, qui peut être un peu provocante, mais qui, dans le fond, lorsqu'on regarde de près son travail et le discours, s'avère extrêmement juste. Et deuxième point, je dis, ce Pascal Cribier, que je ne connaissais pas, hormis qu'entre-temps se faisaient les Tuileries, mais qui étaient encore en cours de travaux et de chantier, donc on ne voyait pas les effets, et quelqu'un de très proche, curieusement, du point de vue intellectuel, de l'approche que, par ailleurs, nous pouvons avoir. Troisième chapitre dans ces jurys, je suis souvent dans des jurys de concours, hein, c'est la leçon, c'est un peu la règle un peu partout. Il s'agit du nord de Paris, le parc de Saint-Ouen, où il fait une demande, puisque le règlement du jury, souvent le règlement pour les paysagistes et les jardiniers, c'est stupide dans les concours, parce qu'on vous demande des références de moins de 3 ans. Quand j'ai entendu que, enfin ça m'arrive aussi, les projets c'est 10-20 ans. En jardin, au paysage, c'est le minimum presque syndical, on va dire. Et bien là, en 3 ans, évidemment, il était éliminé, de fait, parce qu'il n'avait pas sorti un projet remarquable, abouti dans les 3 dernières années, photographiable. Et il demande l'autorisation de pouvoir candidater à ce projet. Et c'est là que je vois son travail. Et à la présidence du jury, j'ai dit, écoutez, un travail, il n'y a que 3 photos dans tous les... Il y avait 70 candidats, pour donner un ordre d'idée. Il n'y a que 3 photos remarquables qui parlent de paysage et de jardin réunis, parce que moi, je ne vais pas rentrer dans cette histoire du jardin et du paysage, enfin surtout aujourd'hui, où je pense que c'est tellement mêlé et que ce n'est pas peut-être le vrai sujet, dans le fond. Et je dis, il y a 3 photos remarquables que moi, j'aurais été envieux de faire. C'est-à-dire que je vois toujours ces fameuses noues chargées de graminées et bordées par des gabions, avec de temps en temps une passerelle ou un deck. Et je dis qu'à un moment donné, dans le catalogue des services rendus par cette profession, on peut peut-être s'acheminer vers d'autres qualités spatiales, notamment lorsqu'il s'agit de la mise en scène de lieux de la société contemporaine et future. Donc voilà le sujet, et bien évidemment, il a été retenu à la candidature. Il a fait un concours remarquable, je voudrais le dire, parce que autant je l'avais interpellé de manière un peu verte, je le reconnais, lors de sa première présentation, autant là, il a trouvé... je me suis senti l'obligation d'être l'avocat de quelqu'un de remarquable. Alors ça s'appelle effectivement le talent, parce que il est rare de rencontrer un mode d'approche de ce type. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est d'abord quelqu'un qui traite la spatialité des lieux. Parce que je crois que c'est peut-être, je ne suis pas sûr, la vraie différence. La qualité de l'espace, c'est quelque chose qui est la raison de notre recherche en termes de paysage. Parce que l'espace est continu. On oublie quelques frontières et quelques détails altimétriques. Donc dans cette continuité-là, on sait qu'on prend juste un moment, une part. Hein. C'est comme un roman de Modiano. C'est-à-dire il y a juste le moment, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et on est juste dans le milieu de cette affaire. Et puis donc ça, c'est une vraie difficulté parce qu'on se mesure à soi-même. La spatialité, ça ne se décrète pas, ça ne s'invente pas,
ça se fait. Et à un moment donné, je rejoins ce qu'il y a dit sur les questions du pilote de kart. On passe à la corde ou on passe pas. Hein, c'est dans la millième de seconde près que ça se fait. Donc ça demande des gens qui ont une très très grande émotion spatiale, esthétique, et qui ont un recours, bien évidemment, à la forme, aux proportions des choses de manière aiguë. Je veux dire, pour que je regardais cette pergola, j'aime beaucoup le tracé qu'elle a, elle fait 800 mètres, qui vient jouer avec la courbe de la route. Une pergola qui va de rien de nulle part et n'a pas de rôle physique, lorsque je vois avec la courbe, je ne connais pas, hein, quand je vois ce tracé, les proportions, la distance nécessaire entre la pergola et les courbes de cette route, je dis talent, parce qu'il s'agit du tracé. Et lorsque le travail sur le tracé est extrêmement abouti, c'est là qu'on voit toute la qualité du projet. Et moi, j'avoue que quand j'ai vu je reprends les noms, je ne suis pas très bon pour les noms, Donjon de Vey, là, le fameux jardin, quand j'ai vu ce jardin en photo, j'ai dit, c'est minimaliste, d'accord. C'est le même travail que les gens de support surface, je veux dire, on va parler du domaine de l'art. Comment la rythmique interne intervient-elle pour créer de l'émotion? Comment la répétition et la différence des niveaux sensibles fait la figure? Parce que quelle est la figure qu'on obtient? Parce qu'on dit tous, il faut être botaniste, il faut être... Mais non, il faut être surtout dans une situation émotionnelle et spatiale qui, bien sûr, vont révéler le jeu de ce savant agencement des plantes, etc. Donc là, il possède toutes ces choses-là. L'autre chose aussi, et là, je parle en tant que presque émotivement parlant, parce que ça fait 40 ans que je fais du nivellement, ce qu'on appelle le nivellement, c'est-à-dire la mise en forme du terrain. Et là, je rejoins les deux observations qui viennent d'être faites. 50 cm, c'est fondamental. Et moi-même, je passe pour un... Pascal parlait de deux. Oui, mais moi je parle en millimètres aussi. Lorsqu'on dresse, enfin, dans nos projets, ils ne sont pas montrés, mais Munich, c'est nivellement en millimètres sur 3 km. Donc j'aime beaucoup cette attitude de la transformation qui met l'œil, qui met le paysage dans l'œil du promeneur, et pas l'inverse. Et ça veut dire que cette capacité à voir l'étendue comme une ressource de l'émotion paysagère et spatiale, c'est rare. Je peux dire, je compte sur les doigts d'une main. Les paysagistes, les jardiniers, la topographie, l'étude du terrain. C'est pour ça qu'il y a eu un retour, je dirais, un peu arrière sur le fait qu'on ne touche pas au terrain. Souvent, c'est par manque de savoir. C'est comme si on avait supprimé le piano, par exemple, en disant, comme je sais jouer de la guitare, on ne va pas jouer du piano. Là, c'est un peu pareil pour le terrain. Le travail du terrain est une obligation. C'est-à-dire que le terrain ne convient jamais. J'ai bien aimé dans sa conférence de Versailles en disant, la nature, elle est hostile. J'aime cette attitude. Effectivement, on arrête de jouer toujours, donner blanc-seing à une situation qu'on trouve comme ça, presque par hasard. Pourquoi serait-elle remarquable? Elle n'est pas du tout remarquable. Elle est peut-être remarquée par des yeux avertis, elle pourrait devenir remarquable. Donc Cribier, c'est un peu tout ça. Alors effectivement, je n'ai pas eu de parole avec lui, on s'est vu sur 2 ou 3 choses en montrant notre estime réciproque sur quelques projets qu'on fait. On a côtoyé justement sur l'île les mêmes maîtres sauvages. On a fait des projets de nature différente, mais avec les mêmes concepts. Le travail sur l'écoulement de l'eau, on le conduit depuis des dizaines d'années. Ce que je veux dire, lorsqu'on lit les plans, vous avez signalé que je suis enseignant, donc enfin, j'enseigne le projet, j'enseigne ce que je sais faire, c'est-à-dire le projet, entre guillemets. Donc après 2000 ou 3000 plans, projets, corrections, vous savez, vous avez l'œil exercé, c'est comme la citation qui a été dite tout à l'heure, la personne là-bas, elle joue faux. Pour qu'elle joue juste, eh bien c'est la même manière qu'on voit des projets. Et lorsqu'on voit un projet comme ce qui va apparaître, on les décrypte immédiatement jusqu'à leur constitution interne et jusqu'à ce qu'il n'est pas vu. C'est-à-dire dans le sous-sol, le travail, l'interprétation des argiles, des limons, etc. Donc, en gros, ce que j'aime beaucoup chez Pascal Cribier, bon, d'une part, c'est sa ténacité. Faire un projet en paysage, je voudrais dire, sans décourager des jeunes qui sont ici, c'est pas dur, c'est très, très, très dur. Parce que si on a un projet qui a une cohérence, qui a une qualité, et notamment qui a une force de conviction suffisante pour embarquer, parce qu'en France, il faut beaucoup séduire, plus que souvent d'ailleurs nourrir le propos, il faut d'ailleurs séduire. Donc j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait eu des forces de proposition, mais c'est quand même... ça
pratique spatiale, je reviens là-dessus, son tracé, l'inventivité de ses formes, me le fait rejoindre, cette ténacité. Bon, moi je passe aussi pour quelqu'un. Oui, je dis oui, Pascal Cribier, il a un mauvais caractère, j'ai vu en conférence et tout ça. Bon, comme on m'a dit au retour que j'avais pas un bon caractère non plus, j'ai pensé que finalement, ça donnait un bon moyen aussi de pouvoir comprendre mieux pourquoi on a un mauvais caractère lorsqu'on est un concepteur aussi en paysage. Parce que si on n'a pas de caractère, et comme il faut être mauvais, des fois ou tenace, ça devient impossible de faire un projet. Et je rejoins totalement ce qu'il a dit, et le côté sur la terrasse du Carrousel avec le projet de Wirtz. Et on voit très bien là, je ne savais pas toute l'histoire des niveaux, j'ai appris ces niveaux exactement là aujourd'hui. La terrasse de Wirtz est un contresens formel. Moi, je ne vais pas rentrer dans l'histoire. Non, enfin, le jardin. Le jardin est un contresens spatial, c'est-à-dire dans l'histoire de la forme et le sens de cette très belle tangente à la Seine. Il est certain que le fait d'avoir un système radial avec des haies progressives est un contresens formel et spatial. Donc Pascal Cribier, je comprends qu'il était énervé là-dessus, parce que lorsqu'on possède l'art de la vision globale, on ne peut pas lâcher non plus le morceau d'entrée. C'est comme si on vous disait le vestibule ou le hall d'entrée, on ne vous le fait pas dans un bâtiment. C'est dramatique, et je trouve ça dramatique pour l'histoire des parcs et des jardins, et alors qu'on doit sans doute le remercier pour tous les paysagistes aujourd'hui, remercier de sa collaboration et de sa production sur l'ensemble des projets qui vont faire sans doute, d'ailleurs, référence maintenant. Francis, tu voulais... Peut-être finir sur une petite anecdote, parce que tu m'y as fait penser dans son rapport aux autres. Pascal il avait une double personnalité. Il était quand même, il séduisait, mais il avait un rapport aux autres un peu compliqué, comme tu disais, c'est-à-dire dans l'intimité à 2-3, il était extrêmement libre. Dès qu'il avait les autres en face, au sens quantité, en général, il déléguait, et c'est Jean-Marie qui prenait la parole à sa place pendant 20 minutes, pendant que lui dessinait ou regardait ou faisait autre chose. Mais il lançait bien le débat. Il avait donc ce rapport un peu compliqué aux autres. Mais sa séduction était intacte. Elle était ailleurs, quoi. C'est tout. Il agissait pas comme les autres. Et juste pour dire qu'il était quand même. Je me souviens quand on a commencé à lui demander de présenter le projet pour EDF devant le staff d'EDF, devant tous les représentants d'EDF. Alors évidemment, il commençait à présenter le jardin sud, le jardin nord, les douves, tout ce qui se passait, tout ça se passait, mais il y avait la temporalité d'un seul coup du jour et de la nuit. La nuit, c'est la lumière, c'est électrique, c'est EDF. Donc on commence avec l'éclairagiste à dire il faut mettre de la lumière partout. EDF, il faut planter de la lumière partout. Et il laisse tout le monde parler, et puis à un moment donné, il dit non, ça ne sera pas comme ça. On mettra de la lumière sur l'entrée, des mâts avec les peupliers, mais derrière, on ne mettra rien. Alors, il dit non, mais c'est pas possible, il y a les cheminements, et il faut mettre la représentation d'EDF, c'est la qualité de la lumière, il faut mettre de la lumière partout, monsieur Cribier. Il dit non. Et il dit pourquoi? Et il dit écoutez, il faudra tout simplement que vous appreniez à laisser tranquillement les tritons forniquer en paix. C'était assez simple comme raisonnement, et puis là, de seul coup, tout le monde dit ah oui, c'est vrai, la nuit, ah ouais. Très politique, et là, de seul coup, voilà. Donc c'était ça son rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il avait un mot qui tue à un moment donné, qui était dans une évidence, et il a eu gain de cause puisqu'il n'y a pas de lumière dans le jardin nord, à part quelques lumières de sécurité pour la voie pompier. J'ai entendu parler tout à l'heure, c'est toi qui en parlais, je sais pas, le dessin de la voie pompier qui souvent dessine les paysages. Il était comme ça dans cette espèce de vérité qu'il assénait d'un coup comme ça, et puis qui avait son évidence. Merci Francis. Nous arrivons à l'issue de notre journée. Y aurait-il une ou deux demandes d'intervention? Quelqu'un qui voudrait réagir à ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été encore dit? Je ne vois pas de bras qui se lèvent. Ah, si. Attendez. Prenez un micro, s'il vous plaît.
Merci. Mais je prends le micro pour donner la parole, en fait, peut-être à Jean-Marie, pour parler, ou à Anne-Sophie, je ne sais pas si elle est encore là, pour parler des projets qui sont en train d'être continués, comme Lille ou... On en a parlé, hein. Madame Demians. On en a parlé. Oui, mais comment ils vont se poursuivre sans Pascal, et comment ils vont être finis, en fait Pascal n'est pas... Son œuvre n'est pas complètement finie, c'est ce que je veux dire. Mais Jean-Marie... Oui, on allait dire que... Oui, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse. La conception est quasiment achevée. Et donc, le suivi de chantier, c'est vous ? Habituellement, oui. Voilà. Là, il y a une... Sur Lille, on a remis la VP en juillet. Je ne sais pas ce qui va se passer sur la suite du projet. Un nouveau paysagiste va sûrement être attribué. J'espère juste que ce paysagiste saura se battre comme Pascal pour défendre ces jardins linéaires qui sont vraiment l'essence même du projet et qui font que sans ça, le projet urbain, c'est pas qu'il n'existe plus, mais il sera totalement différent et l'âme de l'usine qui est actuellement présente perdra énormément. Voilà. Et je parle de l'île Fives là. Ouais. Oui. Des espaces publics. Ah, ben voilà, très bien. Et il y a encore un projet de Pascal, qui est celui de l'ENS Cachan, voilà, sur lequel on travaille actuellement. Pascal était avec nous en phase concours. Il a été extrêmement pugnace. Là encore, il y avait... Alors, pour préciser, l'ENS Cachan, c'est le projet de Renzo Piano. Hein, voilà. Parce que tout le monde ne le sait pas forcément tout ici. Vous parlez bien de ça, hein ? Je parle, oui, du déménagement de l'ENS Cachan sur le plateau de Saclay avec l'agence Piano, en effet. On a gagné le concours avec Pascal. On continue ce projet. Et c'est une élégante pirouette, justement, aux essences endémiques et à ce qui est imposé sur le plateau de Saclay, puisque, comme le jardin est à l'intérieur du bâtiment, on fait une révérence aux essences endémiques en tirant les essences du plateau de Saclay vers un jardin entièrement de cultivars qui se termine sur un bassin de 150 mètres de long. Voilà. Donc ce jardin sortira, je l'espère, en 2018. Et pour moi, ce sera le dernier. On a dit deux mots sur le processus de créativité de Pascal. Jean-Marie disait qu'il y avait donc un souffle énorme de bulldozer au départ, puis qu'il y avait un peu un allègement dans la phase chantier, mais ce qui est absolument sûr, c'est qu'un jardin n'est jamais terminé, et que Pascal passait son temps à retourner dans tous ses enfants, et qu'il était très présent quand même dans les fins de chantier, pour visser, dévisser, faire le fine-tuning, comme disent les Anglais, et qui donnait aussi, qui donnait de la qualité à toutes les images que vous connaissez, qui n'existait que par un soin fantastique et aigu du détail et qui arrive en cerise sur les gâteaux. Voilà. Donc il va sûrement manquer dans les projets qui ont été inachevés, fatalement, je crois. Alors pour nous quitter, je vais vous proposer un dernier document très court qui a été réalisé par Pascal Cribier avec Michel Bavray, à qui je vais demander de présenter ce travail très court. C'est sur les valeuses. Les valeuses, ce sont des dépressions très particulières dans le pays de Caux. Voilà, je vous passe la parole et je remercie déjà tous nos intervenants. Alors, ce n'est pas un projet auquel j'ai
vraiment directement participé. C'est une série de petits films que Pascal a fait avec Florence Levasseur dans le Pays de Caux. Ça s'intitule Paluel, Ailly, Penly. Alors, c'est un titre un peu curieux, mais qui place ce projet dans les préoccupations de Pascal, qui étaient les thèmes qu'il donnait à toutes ses conférences ces dernières années, c'est-à-dire jardin, nature, paysage. Et le titre de cette série de films, c'est Paluel, c'est la centrale nucléaire qui est, je ne sais plus si c'est celle du nord ou du sud, par rapport au jardin de Varangeville, et Penly, c'est celle qui est de l'autre côté, et Ailly, c'est le phare qui est juste à côté du jardin de Varangeville. Donc c'est une série de films qui à la fois s'inscrivent dans le grand paysage, et celui que vous allez voir, ce sont tous les écoulements d'eau qui partent du plateau de Caux jusqu'à la mer, en traversant cette caractéristique des paysages du Pays de Caux, qui sont les valleuses. Et le jardin de Pascal était une valleuse qui s'appelle la Valleuse de Morville, et il filme tous ces immenses écoulements d'eau qui sont plus ou moins en train de détruire son jardin, et notamment tous les barrages qu'il avait fait pour retenir l'eau, et qui montrent comment, justement, ce dont on parlait au début, ce dont Patrick Bouchin, me semble-t-il, parle, ce sont ce dont Pascal parle, dans son film qu'on a vu tout au début, où on voit ces îles qu'il a aménagées dans la Valleuse et qui sont les écoulements d'eau. Donc on voit ça, et on voit l'eau qui arrive jusqu'à la mer, et là il y a quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que les films qui ont été faits en 2012 et 2013, les dernières images ont été faites en 2015 au moment des très grandes marées, où dans le Pays de Caux, les marées ont atteint un coefficient de 119 sur un maximum de 120, et ont permis de dégager un immense paysage au pied des falaises, et ce paysage est constitué de blocs de grès. Et on pourrait croire que c'est la nature, que ce sont les falaises qui se sont effondrées. Et effectivement, c'est le cas, mais en l'occurrence, ces blocs de grès qui ont été découverts par la Grande Marée étaient une carrière à ciel ouvert qui a été exploitée au XVIe siècle, et les blocs de grès ont servi à construire énormément de bâtiments dans le Pays de Caux et beaucoup de fortifications. Et donc, on rejoint cette vraie problématique de Pascal, la nature avec la force de l'eau qui vient tout détruire, le jardin de Pascal qui est traversé par cette force, et ce paysage construit par l'homme, dont on ne sait plus effectivement si il est de la nature ou du paysage. Je vous laisse regarder.